Fabrice Salut. Effelmont est avec nous et je l'ai fait attendre pour rien puisque je n'avais pas eu l'avertissement sonore. Alors, je voulais t'avoir, tu es un habitué du monde moderne hein, et des plateaux de Sud Radio aussi, pour parler IA, puisqu'en ce moment c'est la grande question hein, qui taraude à la fois nos politiques mais aussi le débat public, l'intelligence artificielle. Où est-ce qu'on va avec cette question quand même inquiétante? On voit les États-Unis qui ont pris une avance certaine, comme d'habitude, hein, pour les nouvelles technologies. Les Chinois qui ont répondu avec DeepSeek. Et les Français, on a eu Lucie, débranché en 24 heures, parce qu'évidemment, un modèle ouvert tout de suite au test, alors qu'il n'était pas vraiment prêt. Et comme tous les modèles d'IA, quand tu les lances dans la nature, très rapidement, ils racontent n'importe quoi. Oui, oui, c'est Est-ce une que tu erreur peux de expliquer un communication peu comment ça fonctionne et pourquoi Lucie a été un petit fiasco? parce que ils auraient jamais dû communiquer aussitôt. Hmm. Ils auraient dû patiemment attendre de terminer des étapes significatives sur le produit qui lui permettaient d'interagir avec le grand public. Le produit était absolument pas prêt pour ça. Hmm. Vraisemblablement, il y a eu une pression amicale hein, liée au fait que le grand sommet de l'IA, c'est la semaine prochaine. C'est quelque chose qui est perçu à juste titre comme totalement stratégique par toutes les nations sur Terre, qu'effectivement il y a une guéguerre entre les Américains et les Chinois qui sont dans la course, alors que jusqu'ici les Américains faisaient un peu la course seul en tête, mais les Chinois Hmm. sont dans la course. Par contre, les Européens, pas du tout. Le seul espoir européen, c'était Mistral. Hein. Mais Mistral, entre-temps, Microsoft a mis un pied dedans. Donc, est-ce que c'est toujours européen? On peut se poser la question. Ouais. Et dans le Financial Times, on avait une pression amicale, on va dire, des investisseurs pour revendre Mistral au plus vite tant qu'il était encore temps. Et considéraient que Mistral avait raté l'opportunité de rentrer dans la course. Donc, on va voir ce qui va se passer pour Mistral dans les mois qui viennent. Mais disons que à en croire le Financial Times, qui en général est bien renseigné sur ce genre de trucs, Ouais. ils sont plus dans la course. Évidemment, Pourtant, il y a eu combien d'argent sur Mistral qui a été misé? pas grand-chose, des quelques centaines de millions. Ouais, donc c'est peu comparé à Oui, l'acteur oui, du oui. siècle. C'est un jeu dans lequel soit tu es très créatif, ce qui a été le cas Hmm. des Chinois. Après, on va voir comment les Chinois vont transformer l'essai, hein. Mais ils ont été sous contrainte. Ils n'avaient pas accès au tout dernier processeur, donc ils ont dû faire avec une vieille génération de processeurs. Et ils ont été obligés d'être créatifs parce qu'ils avaient des contraintes. Et ils ont réussi un truc qui a bluffé tout le monde. Et puis, tu as l'approche américaine qui consiste à déverser des quantités invraisemblables de pognon. Là, l'unité de mesure, c'est le milliard. En dessous du milliard, c'est de l'argent de poche. Et à ce jeu-là, il y a quelques acteurs qui se démarquent, dont évidemment OpenAI, Hmm. évidemment Google, Gemini, et puis Elon Musk qui est arrivé très tard dans la course, mais qui, là aussi, sous contrainte, a innové. Et lui, il a innové dans la façon de construire des méga ordinateurs en des temps records. Donc, il n'est pas du tout dans l'innovation qui consiste à avoir une certaine sobriété vis-à-vis des ressources, qui est l'innovation chinoise. Elon Musk, il a aucun problème pour accéder au pognon. Là où il a innové, lui, c'est en construisant en quelques semaines des méga ordinateurs qui, normalement, devraient prendre 6 à 8 mois à construire. Et on Parce en est qu'il a là. les moyens, en fait, de dépenser en hardware, c'est ça? C'est quoi la différence? Non, 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 c'est pas du tout une question de moyens. C'est vraiment une question d'innovation. Il a les mêmes moyens D'accord. que les autres. Simplement, là où les autres mettent 6 mois à construire un data center, lui, il met 3 semaines. Parce qu'il a trouvé des raccourcis. De la même façon que les Hmm. Chinois, qui n'avaient pas accès aux derniers processeurs avec des budgets qui se comptaient en milliards, ont réussi, avec la génération précédente des processeurs et des budgets plus modestes, à arriver au même résultat qu'OpenAI avec ses milliards. Donc tout ça, c'est une innovation qui, quelque part, trouve des raccourcis pour aller plus vite, aller encore plus vite, ce qui est normal, hein. Et du coup, des flux financiers énormes qui se déplacent de la vision américaine il suffit d'avoir des milliards, à la version chinoise. Du coup, la bourse se casse la gueule. Enfin, c'est finalement assez normal comme processus d'innovation. Ce qui est nouveau, c'est que on a très clairement une course entre les Russes et les Chinois, euh, Ouais. que les Chinois se sont affirmés, alors qu'habituellement, c'est des courses entre Mais sociétés américaines. justement, Euh, les Russes sont très discrets sur le sujet. les Russes n'existent pas plus que les Français. D'accord. Ils ne sont pas dans la course. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est entre Chine et États-Unis ou Ouais. il y a vraiment que les États-Unis? Et la Chine Non, sur DeepSeek a fait un coup de bluff. Chine, États-Unis, la Chine a un atout qui est indépassable, qui est qu'ils produisent 1 million d'ingénieurs par an.
Ouais. Et donc, il y a une évolution, par ailleurs, de la mentalité chinoise qui fait que là, on arrive sur des générations d'ingénieurs qui sont plus aptes à penser, think outside the box. Ils sont plus aptes à faire de l'innovation qui transcende les règles, alors que jusqu'ici, ça sortait pas trop des règles. Mais toujours est-il que ouais, les Chinois sont dans la course, les Américains sont dans la course, et ils font la course tout seuls. Mais qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, alors il y a le sommet bien sûr à l'Élysée, qu'est-ce qui fait que y a un retard systématique à l'allumage en Europe? Parce que ça n'existe pas, l'Europe. Ouais, mais même la France, enfin disons, tu vois, on avait Mistral. C'est un autre pays pétri par la corruption, dans lequel l'essentiel des budgets d'État vont aux copains et pas aux gens compétents. La France, ça n'existe pas, c'est tout petit. Par rapport à la Chine et les États-Unis, il faut rester à sa place. Les budgets d'État arrosent de façon quasi systématique les copains, et donc ça sert absolument à rien pour être dans quelques courses que ce soit. On l'a vu, c'est le cas de Lucie, hein, c'était encore... Non, il y a très très peu de financement dans Lucie. Lucie, c'est vraiment une erreur de communication. Oui, mais le responsable était un ancien candidat. Oui, mais on compte l'argent même pas en millions. Hein. L'argent qui a été versé dans Lucie, c'est en dizaines de milliers, peut-être en centaines de milliers, mais c'est epsilon. C'est pas du tout un problème d'argent, c'est un problème de communication. Et de toute façon, les contraintes que se pose Lucie, notamment le fait d'avoir comme base d'apprentissage des données qui sont, on va dire, légales, font que le projet n'a aucun avenir. Aucun avenir. Il faut bien comprendre que OpenAI ou les Chinois ont pillé la propriété intellectuelle à travers la planète. Ils se sont, les Chinois ont pillé OpenAI en tant que tel, mais ça a été un véritable pillage dans la plus parfaite illégalité de toutes les données possibles et imaginables qui passent à proximité. Ouais. Lucie prend une approche qui consiste à dire nous, on va prendre que des données qui sont propres et qu'on a le droit de prendre. Bon, c'est bien d'un point de vue éthique, mais ça ne peut pas gagner. C'est vraiment, vous allez aux Jeux Olympiques, vous faites les 100 mètres et vous décidez de faire la course en sac. Vous ne serez pas sur le podium. Justement, sur le pillage des données, c'est quand même quelque chose, là on est dans le Far West, c'est-à-dire que nous en Europe on fait le DSA, on a des réglementations pour protéger les utilisateurs, leurs données, etc. Et en face on a affaire à des gloutons, des monstres voraces qui n'ont aucune limite et qui prennent tout. Comment ça peut fonctionner? Puisque là on voit bien que le DSA marche pas. Ça peut fonctionner avec des lois si tu n'es pas dans un état de droit. On n'est pas dans un état de droit. C'est aussi con que ça. Le RGPD, qui est plus le règlement qui concerne la protection des données, mais ça ne concerne pas le copyright. Hein. Les données, il y a deux types de données qui ont été violées par l'intelligence artificielle américaine. Il y a des données qui sont protégées par le copyright. C'est typiquement comme ça que les générateurs d'images de OpenAI, on leur demandait à un moment de faire des photos. Ils mettaient un watermark, c'est-à-dire un logo copyrighté, attention, ceci est copyrighté Getty Images au milieu de l'image. Parce qu'ils avaient tellement absorbé, volé les catalogues de Getty Images. Qu'ils le mettaient eux-mêmes, quoi. que pour l'intelligence artificielle, c'est important de bien comprendre que l'intelligence artificielle ne comprend pas. C'est des statistiques, des mathématiques, mais elle ne comprend pas ce qu'elle dit ou ce qu'elle crée comme image. Ouais. Donc, elle a vu des millions et des millions et des millions d'images parfaitement indexées avec marqué copyright Getty Images au milieu, et elle a pillé toutes ces banques d'images. Et du coup, quand elle reproduit des images, elle reproduit le copyright Getty Images. Elle procède à un pillage systématique de la propriété intellectuelle. Et puis, elle procède aussi, pour des usages souvent beaucoup plus pointus et en silo, d'un pillage de données personnelles. L'exemple le plus frappant, c'est les données de santé des Français qui ont été généreusement offertes par la Macronie à Microsoft de façon à alimenter une intelligence artificielle qui elle est spécialisée sur la santé, qui demain va être capable de prédire notre état de santé ou de calculer un risque pour une compagnie d'assurance à assurer notre santé. Ouais, sur un pays donné avec des macro-données qu'on était incapable de gérer. Là encore, pourquoi les dirigeants politiques, et pas seulement les macronistes, ont passé leur temps à brader les données publiques, que ce soit à Google, que ce soit à Microsoft? Il y a deux hypothèses. Il y a l'hypothèse qu'on a affaire à des idiots complets, qui n'est pas à exclure, mais très honnêtement, pour en fréquenter un paquet, j'ai du mal à y croire. Et puis, il y a l'hypothèse de la corruption absolue, où il y a un canal retour.
qui est que ta compagne va avoir un poste de vice-président chez Google, ton neveu va avoir un machin, toi-même, tu vas pouvoir pantoufler après ton mandat de député en vice-président chez Microsoft, ou des trucs comme ça. Mais là encore, on revient au problème de base, qui est qu'on n'est pas dans un état de droit. Oui. L'application du droit est très aléatoire en France. Et c'est pas, contrairement à ce que disent les gens d'extrême droite, ça n'est absolument pas réservé au mec qui brûle une bagnole et qui effectivement est dans une situation d'impunité totale. Si et c'est un des gros problèmes d'ailleurs de l'opposition à l'extrême droite aujourd'hui, c'est que c'est impossible de nier un état de violence absolue dans le pays, enfin absolue, je pense qu'on a encore de la marge, hein, une explosion de la violence dans ce pays, qui est quand même très liée au fait qu'elle se produit dans la plus parfaite impunité. Mais cette plus parfaite impunité touche l'ensemble de la délinquance du pays, de plus haut niveau jusqu'aux voyous dans la rue. Ah oui, de Nicolas Sarkozy. À plus haut niveau, Nicolas Sarkozy. Gamin avec son couteau, ouais, c'est ça. Nicolas Sarkozy, je pense qu'il a été tellement loin que là, il se fait un peu rattraper par la patrouille. Mais si on est un peu plus subtil, un tout petit peu moins gourmand que Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de problème, c'est open bar. On a Richard Ferrand, par exemple, hein, qui est proposé par Emmanuel Macron pour prendre la tête du Conseil constitutionnel, qui a été pris dans une affaire de corruption avec les mutuelles de Bretagne. Mais il y avait prescription. C'est systématiquement la corruption, c'est du détournement de fonds, c'est pas de la corruption. Oui. Enfin, c'était payer la maison de sa femme avec l'argent. Oui, c'est du détournement de fonds. Mais c'est du détournement de fonds fait alors qu'il dirigeait une entreprise privée et il a détourné le fonds de l'entreprise, les fonds de l'entreprise qu'il dirigeait pour son portefeuille personnel. Voilà. Donc c'est propre. Tu peux être après président du Conseil constitutionnel, il n'y a aucun problème, ça joue. Ils sont tous. Va en trouver un qui n'ait pas ce genre d'affaire au cul aujourd'hui. Ouais. Ah non, j'aimerais. Revenons à l'IA, ceci dit, puisque là on parle d'intelligence humaine du détournement. Qu'est-ce que tu as pensé de l'annonce de Trump, qui a d'ailleurs repris en fait un projet lancé sous Biden, Stargate, 500 milliards pour l'IA américaine. Est-ce que c'est un effet d'annonce, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ou est-ce qu'il y a une volonté de s'imposer comme le seul acteur, notamment dans le domaine de la défense ? Ah, mais je crois qu'il y a une claire volonté, en grande partie du fait de l'aspect stratégique de l'intelligence artificielle pour la défense, de faire des États-Unis le leader mondial. Là-dessus, de toute façon, ils n'ont pas le choix. S'ils perdent ce leadership sur l'IA, ils perdent le leadership mondial. C'est quelque chose que, par ailleurs, Vladimir Poutine a parfaitement théorisé. Le leader mondial demain sera le leader mondial de l'IA, point barre. Donc Trump, il n'a absolument pas le choix, pas plus que Biden avant lui, hein. Le plan Stargate est effectivement une réadaptation ressucée d'un plan précédent. C'est tout simplement le plan des Américains pour garder un leadership mondial dans un secteur de la technologie qui est extrêmement stratégique. Et nous, les Européens, les Français... Il n'y a pas d'Europe, ça n'existe. Non, mais quand je dis... C'est pas que ce soit anti-Europe, hein. Non, mais c'est vrai que ça n'existe pas. Mais pourtant, on dépense des milliards dans ce machin. C'est ça qui est terrible. C'est que là, ils nous ont pondu un sommet de chefs d'État. Pour des grands projets communs, machin. Ils veulent pomper l'épargne des Européens pour la défense, pour l'IA. Enfin, à chaque fois, il y a un truc quand même sur... on récupère la thune des Européens pour faire des trucs avec. Ça ne permettra en aucun cas de s'en sortir. Il y a terminé. Vraiment, il y a un moment, il faut juste constater le décès, le cadavre. Il n'y a pas d'espoir. C'est vraiment... Donc on va devenir quoi ? Les pays sans IA vont devenir quoi dans les 10 années qui viennent ? Et les pays sans IA, c'est les 3/4 de l'humanité. Oui, c'est pour ça. Donc on va devenir encore plus des vassaux de l'Empire américain qu'actuellement. Enfin, c'est quoi l'avenir ? C'est compliqué d'être plus des vassaux que l'Empire américain qu'actuellement. C'est pour ça. Probablement faisable, mais tout le problème et la panique en ce moment, c'est que justement, ceux qui prétendaient avoir une forme d'indépendance hier savent parfaitement, c'est probablement les plus conscients d'à quel point on est dans une vassalité, et que le fait que les Américains changent du tout au tout les terrifie, parce qu'ils sont bien conscients qu'on va changer nous-mêmes du tout au tout, étant donné qu'on est juste une succursale. Donc c'est entériné. J'échange de plus en plus avec des gens qui sont patriotes et qui sont persuadés que non, la France va s'en sortir parce que... Non. Bah non, là, je pense pas. Moi, ça me paraît compliqué. Et c'est fini depuis très longtemps. Très longtemps. Et puis, par ailleurs,
L'Europe n'a pas du tout fait ses preuves pour permettre d'imaginer les voies de sortie. Quant à la France, c'est un micro-pays avec une production d'ingénieurs qui ferait rigoler une ville de taille intermédiaire en Chine. Sachant que nos ingénieurs ensuite partent très vite s'exporter là où on les paie La correctement. quasi-totalité de nos ingénieurs sont soit s'expatrient, mais ça, c'est pas encore la majorité, soit ils travaillent pour des boîtes américaines sur le sol français, financées par le Crédit Impôt Recherche, donc financées par nos impôts. Ouais. C'est ça la réalité de l'innovation en France. Donc c'est un mirage, encore une fois. L'autre question, au-delà de l'avenir des pays sans IA, c'est l'avenir des travailleurs. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites dans Forbes, d'autres magazines américains, sur les chefs d'entreprise qui disent oui, d'ici 10 ans, je vais virer tout le monde, quasiment. Notamment dans les métiers dits intellectuels, que ce soit les avocats, notaires, etc., comptables. On voit bien qu'on va arriver à un moment de destruction de l'emploi et ça va pas rattraper sur la création d'emplois derrière. Est-ce qu'il n'y a pas là un risque aussi de déflagration majeure? Et c'est Sam Altman qui disait il va falloir revoir le contrat social dans les années qui viennent. Oui. Il y a énormément de fonctions sociales qui sont aujourd'hui de l'ordre du parasite. Si on regarde les possibilités que devraient nous amener les technologies. Prends notaire, on vient d'en parler. Un notaire, c'est là pour certifier de la validité d'une transaction de façon à l'assurer vis-à-vis de la loi et vis-à-vis de toute personne qui pourrait venir à faire une réclamation. Ça, très concrètement, on fait ça très bien avec une blockchain depuis maintenant 15 ans. Donc, ça n'est qu'une question de volonté politique, de transposer tout ça dans une blockchain de façon à ce que les coûts afférents à une transaction faite par un notaire, qui sont quand même conséquents, reviennent. Ils vont augmenter d'ailleurs dans le budget qui a été censuré. Ces coûts-là pourraient revenir à quasiment zéro en décidant du jour au lendemain d'inscrire ces transactions dans la blockchain de façon à ce que typiquement vous vendez un appartement, vous inscrivez la vente dans la blockchain. Et à partir de là, l'État qui accède, comme tout le monde, à la blockchain et qui peut la lire, c'est quelque chose de transparent, va pouvoir éventuellement prélever son dû en tant qu'impôt ou des trucs comme ça. L'existence même des notaires n'a pas de sens au vu de la réalité technologique dans laquelle on vit d'ores et présent. Pour les avocats, effectivement, il y a un bouleversement systémique qui est en train d'arriver, du simple fait que typiquement, si vous découvrez un dossier compliqué avec beaucoup de pièces et des implications juridiques dans tous les sens, aujourd'hui, une intelligence artificielle vous permet d'en faire une synthèse et en quelques heures de travail, vous avez l'équivalent de plusieurs jours de travail précédemment. Donc, il n'y a pas que les avocats qui sont concernés par ce genre de choses, les journalistes, les enseignants, et des tonnes de professions comme ça qui consistent à ingérer les politiques. On va dire à un moment, les politiques, c'est tout autre chose. C'est vraiment autre chose. Ah ouais, on va en parler alors. Rien à voir. Mais par contre, les professions intellectuelles dont le métier consiste à absorber de l'information pour la recracher, que vous soyez avocat ou journaliste, le changement est d'une radicalité totale. Ouais. Et là-dedans, on va observer deux types de travailleurs. Ceux qui, d'ores et déjà, depuis maintenant 2 ans, sont à fond dans les outils d'intelligence artificielle, ont commencé à réfléchir à leur processus cognitif, à voir comment est-ce qu'ils pourraient déléguer des trucs à telle ou telle intelligence artificielle pour aller plus vite, pour être plus efficace. Et puis ceux qui sont face à cette déferlante et qui ne se sont pas upgradés dans leur façon de travailler. On est exactement dans la même situation que quand Word, Excel et compagnie sont arrivés. Que certains sont restés à la machine à écrire et sont morts avec la machine à écrire, et que d'autres se sont mis à apprendre les rudiments des suites bureautiques. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque, parce que là on n'est pas sur de la bureautique, on est sur quelque chose qui va aller beaucoup plus vite que justement la force de calcul du cerveau humain, et donc quand je parlais des politiques, ce que je voulais dire c'était sur la prise de décision. Tu dis journaliste, etc., on recrache de l'information. Le politique aussi, il synthétise l'information et ensuite il fait un débat et ensuite il décide d'un truc. Mais est-ce que l'IA va pas être d'abord un outil d'aide à la décision, dans la synthétisation des différentes thématiques, et puis après, le politique va dire « Ah bon, on va choisir ça ou ça », mais c'est l'IA qui va lui dire « Choisis plutôt ça ». Et à terme, on va se dire « Mais finalement, les responsables politiques sont aussi inutiles que le reste ». Le milieu de la politique est encore au 19e siècle, et c'est pas demain la veille qu'ils vont utiliser des systèmes d'IA, tout simplement parce que eux, ils n'ont pas fait cette démarche de « Tiens, je vais écrire un parti des machins avec de l'IA, tiens, je vais faire une synthèse avec ChatGPT plutôt que de lire un rapport de 50 pages. » Un politique, ça passe sa vie à lire des rapports.
qui sont longs, denses. Pour ceux qui bossent, hein. Sinon ça passe son temps à bouffer. Mais ouais. Non, il faut pas. Non, ça passe son temps à ingérer des rapports qui sont des trucs particulièrement mal écrits, dans un langage inutilement complexe, aride. Très aride et souvent inutilement long, de façon à justifier d'une existence pour celui qui a pondu le rapport. Et ils font en absorber des quantités invraisemblables. Ça, aujourd'hui, tu balances tes rapports dans Notebook LM de Google, ça t'en fait une synthèse, tu as un chatbot dédié. Je n'imagine pas un instant, et si jamais il y en a un qui le fait en dehors des usages suspects, hein, Eric, c'est pas la peine de me faire signe. Mais j'imagine pas un instant un politique utiliser ces outils-là aujourd'hui. Ils n'arriveront pas à faire ce décrachage. Ils appartiennent quasiment tous à ces employés qui regardent la déferlante de l'IA, qui voient bien qu'il y a des gens qui s'y sont mis, qui sont à fond sur le chat GPT, qui ont changé leurs habitudes de travail, mais qui, eux, sont terrorisés et qui se disent on va réguler ça et on va éviter que ça nous tombe sur la gueule. Donc, les politiques, non, ça ne passera pas. En tout cas, pas passer à cette génération-là. De toute façon, la 5e, en fin de course, hein, c'est fini. Donc, pour l'instant, on voit une espèce de mort moribonde, douloureuse et lente de la 5e. On ne sait pas très bien. Enfin, c'est probablement pas la fin de la Macronie qui va achever la 5e. C'est probablement ce qui va suivre, qui va faire qu'on va arriver vers une 6e ou autre chose. Crise politique beaucoup plus profonde. On a devant nous 5 à 10 ans de crise politique majeure. Est-ce qu'on va sortir de là avec quelque chose d'intelligent à faire avec l'IA? On peut être certain que l'IA qu'on utilisera en sortie de route, si on le fait ça, elle sera américaine ou chinoise, mais elle ne sera pas française. De toute façon, oui, en plus, parce que la question de l'indépendance va se poser encore plus tragiquement. Mais tu dis que les politiques, est-ce qu'aujourd'hui, ils sont conscients en réalité au-delà du danger, des répercussions profondes dans la société? Parce qu'on a l'impression que ce sont les responsables de l'IA qui alertent, qui disent que ça va changer, mais côté politique, à part parler du revenu universel, il y a très peu de réflexion sur ce qui va se passer. Même pas, parce que le revenu universel avait été abordé dans le cadre des robots, pas de l'IA. Donc non, pour l'instant, il n'y a aucune solution. On a affaire à des poulets sans tête, surtout depuis l'élection de Trump. On a affaire à une panique, mais vraiment une panique, qui est presque rigolote à observer, mais quand même un peu angoissante, avec des gens qui s'enferment dans des certitudes qui s'effondrent et qui voient le monde s'effondrer autour d'eux. Là, je vois la fermeture de l'USAID. Ça provoque, mais vraiment, c'est pire que de l'effroi. Et il y a d'excellentes raisons, hein, parce que il va falloir quand même regarder en face ce que c'est que l'USAID, parce que j'ai du mal à imaginer Le Monde, Mediapart, Libération ou Le Figaro faire des articles sérieux pour expliquer la réalité des choses et dire qu'effectivement, on aurait pu s'en inquiéter plus tôt. Dès les années 60, notamment. Dès les années 60, même l'opération Mockingbird, même avant les années 60. Hein. Mais toujours est-il que la quantité de mensonges ou de mensonges par omission est tellement spectaculaire que ça risque, le risque que tout ce pan qui jusqu'ici informait le public s'effondre est quand même très important. Mais alors, on voit que c'est le projet avec une partie des gens qui y croient toujours, mais ça représente plus grand monde. Oui, non, mais on voit bien, c'est le projet de Musk aussi, hein, quand il rachète Twitter, c'est pour commencer brique par brique à dévoiler la propagande d'État. On vous ment et on vous manipule. Et pour rebondir sur l'intelligence artificielle, le projet de Musk dans l'IA Grok, c'est vraiment de remplacer ce journalisme-là. Parce qu'effectivement, si vous interrogez Grok sur qu'est-ce que c'est que l'USAID, vous avez une réponse claire. Et vous pouvez le relancer sur tel ou tel truc qui vous intéresse et vous aurez toujours des réponses claires. Et il ne va pas chercher à vous cacher des choses. Et il n'a pas besoin d'être cohérent avec ce qu'il disait il y a 5 ans, sous peine de passer pour un odieux propagandiste qui retourne sa veste. Mais c'est fou parce qu'on voit que dans la fin des mainstream médias, hein, c'est les podcasteurs qui font le boulot, qui alertent, qui sortent les infos, c'est Musk qui rachète Twitter. Enfin, c'est quand même incroyable de se dire qu'il y a eu un tel cover-up, enfin un tel mensonge pour l'Empire depuis tant d'années et que ceux qui ont alerté, les Snowden, etc., ont été traités comme des criminels. Eh oui, on en est là.
Et on est au tout début de ça, hein, quand tu vois ce qui commence à sortir sur Anthony Fauci et que tu commences à comprendre pourquoi la date de pardon 2014. Biden commence à 2014 Ouais. et que tu vois le truc, tu dis quand même, ça ressemble aux pires théories conspi qui... Oui. Et en fait... Et en fait, non, puisque l'USAID a financé via l'EcoHealth Alliance les gains de fonction à Wuhan. Donc, c'est les Américains qui ont délocalisé les recherches dangereuses. On va mettre un peu de conditionnel quand même par précaution. Aurait, bien sûr, aurait. Mais malheureusement... Avec Fauci qui était à la tête de ce projet, évidemment. Et ça, quand vous en parlez, évidemment, comme tu le dis, il faut mettre du conditionnel. Mais en revanche, les fact-checkers, qui ne mettent que rarement du conditionnel, accusent immédiatement la thèse de la fuite de labo d'être conspirationniste. Il faut surtout pas en parler. Encore aujourd'hui, ils sont montés... Non, pas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était clairement les à l'époque, c'était l'horreur, c'était l'excommunication. Ah, c'était... Mais là, le problème des fact-checkers, c'est que face à c'est une bombe nucléaire pour le fact-checking, ce qui vient de là, c'est fini pour eux, ouais, clairement. Donc, non seulement c'est fini pour eux, mais ça va commencer à être dangereux. Parce que, clairement, ils étaient suffisamment proches d'instances qui, eux, savaient. Oui, complètement. C'est impossible que les renseignements français, que la haute sphère politique française ait ignoré ça. Et même au-delà de la haute sphère, j'en parlais avec un ami qui n'est pas ministre ou ni même député, et je parlais précisément de l'USAID et de son rôle dans le Covid. Et il me disait oui, mais bon, mais c'est pas le problème. On sait bien que les Américains font des trucs dégueulasses, mais bon, c'est pas le problème. Et en fait, il était en train de me débiter le même contre-argumentaire qu'on a sorti à l'époque des câbles diplomatiques de WikiLeaks. Ouais. Et, non, il n'y a pas de révélation, on savait tout ça, c'est du réchauffé, je ne veux pas le voir, on sait tout ça, il n'y a pas de révélation. C'est exactement le même. Et évidemment, ça ne peut pas marcher aujourd'hui en 2025. Déjà qu'à l'époque de WikiLeaks, ce n'était pas d'une efficacité extraordinaire. Non. Mais là, ça ne peut pas marcher. Donc, on va faire face à une période de troubles extrêmes dans la stabilité du système d'information qui nous entoure, hein, parce que qui croire après ça? Ouais. Il ne faut pas non plus se mettre à croire sur comme la vérité révélée, n'importe qui passe dans un podcast d'extrême droite américaine, quoi. C'est bien tout le problème, évidemment. Et dans le genre, la meilleure analyse au vitriol que j'ai vu des libertariens, paternalistes, transhumanistes façon Musk, mais de loin, hein, et une analyse intellectuellement de très haut vol, c'est Stephen Bannon dans les podcasts du New York Times de la semaine dernière. Donc on en est réduit là, c'est-à-dire que pour avoir une analyse autre chose que « Ah mon Dieu, c'est un facho », Musk, il y a vraiment besoin d'avoir des analyses, parce que c'est incroyablement terrifiant et que face à cette terreur, il faut qu'on puisse l'appréhender de façon rationnelle, autrement qu'en disant « Ah, c'est un facho, il a fait un salut fasciste, regardez, c'est un facho ». Ça, c'est pour les enfants, mais la réalité, c'est évidemment le projet de société qu'il y a derrière. Intelligente sur la philosophie de ces personnages, leur stratégie politique, leurs idées, leur vision du monde, c'est Steve Bannon qui parle dans les podcasts du New York Times. C'est terrifiant. Ouais, c'est fou. C'est déjà bien que ce soit les podcasts du New York Times. Ouais. Mais en pratique, il a la même analyse dans d'autres podcasts qui sont beaucoup moins propres. Ce qui est terrifiant, c'est de se dire que pour trouver un brin d'intelligence et de lumière qui nous permettent de comprendre la terreur que nous inspirent des gens comme Elon Musk, il faut aller écouter Steve Bannon. Il n'y a pas un seul journaliste en France qui est capable d'articuler quelque chose qui nous permettrait d'avoir une approche rationnelle de tout ça. Non, puisque c'est assez caricatural. D'ailleurs, il y a eu ce mouvement QTX qui était le degré zéro justement de l'analyse. Hein. Courage fuyons, plutôt que d'essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière le projet, pour aller sur d'autres plateformes qui vont avoir les mêmes biais de toute façon, que ce soit l'algorithme ou les propriétaires. Écoute, les autres plateformes, il y en a que deux. Mastodon, ça n'a rien à voir avec Twitter, ça n'est en rien une alternative à Twitter, et il y a déjà eu des grandes vagues de départ pour aller sur Mastodon où tout le monde est revenu. Parce qu'ils se sont aperçus que c'était pas, ça pouvait être sympa, hein, ça pouvait avoir des usages intéressants, mais ça n'avait rien à voir avec Twitter, donc ils sont revenus. Là, le but, c'était plutôt de partir sur Blue Sky. Sauf que quand ils ont commencé leur grande opération HelloCritics, le méchant, c'était Musk, les autres n'étaient pas sur l'écran radar, et on allait tous sur Blue Sky, qui était un réseau qu'ils imaginaient, je ne sais pas très bien pourquoi, être un réseau de hippie woke. Entre-temps, Trump a gagné, Meta a annoncé qu'il allait suivre les mêmes règles que Elon Musk,
Et de toute façon, ceux qui ont pris le soin de regarder un peu le programme numérique de Donald Trump voient bien que Blue Sky devra suivre et devra se conformer à la loi américaine, sinon ils disparaîtront. Qui plus est, le dernier actionnaire en date de Blue Sky, qui visiblement a l'intention d'en prendre le contrôle, c'est un fonds d'investissement qui est de l'alt-right américaine. Ouais. C'est raté pour trouver un paradis woke sur Blue Sky, de toute façon. Oui, de toute façon. Pour l'instant, ils sont dans une espèce de petite bulle sur Blue Sky où tout va bien. L'USAID, c'est uniquement des programmes humanitaires. Le fait d'arrêter l'USAID, c'est exclusivement d'arrêter des programmes. Pour rendre le monde meilleur. C'est ça que j'ai adoré quand même sur les. Le monde meilleur. Et il y a les gentils et les méchants et tout va bien, mais ils sont une centaine de milliers, quoi. Ça, et encore, hein, je ne sais combien de comptes dormants. Donc, de toute façon, la migration, ça a raté. Beaucoup sont revenus en douce sur. J'en ai plus d'un que j'ai vu qui reviennent en douce parce que bon, c'est pas tourné de Rousseau, donc ça peut permettre de revenir en douce sans que ça soit, sans se faire afficher. Il y a déjà des phénomènes de radicalisation où très concrètement, si tu viens un mot de travers, tu te prends la patrouille qui te dit tu es un sexiste, tu es un raciste, tu es un machin. Moi, ce que j'ai vu sur Blue Sky, c'est, tu sais, le DOGE, là, le département d'État mené par Musk, justement, pour faire des coupes sombres dans les dépenses publiques. Certains ont été doxés, certains membres du DOGE, qui sont des jeunes informaticiens, etc., sur Blue Sky, avec leur adresse, leur nom, etc. Ils vont terminer en tôle. Hein. Alors ça, tu peux être certain que l'action de justice est déjà enclenchée depuis ce matin. Cet après-midi, ils sont en tôle. Là-dessus, ils seront sans pitié. C'est effectivement les pires conduites des pires enculés qui... qu'on retrouve sur toutes les plateformes, en fait, quelle que soit la plateforme. On aura toujours des discours de haine, on aura toujours de la doxa. Sauf que là, les mecs ont voulu jouer au show face à la puissance américaine. Donc vraiment, c'est des gens dont l'avenir va être rayé de la carte. Hein. Et probablement de façon beaucoup trop excessive par rapport à quelque chose qui est clairement illégal et qui est mal, hein, mais qui est fait dans une situation de panique et de terreur. Soit qu'on ne mesure pas les centaines de milliards que l'USAID et le NED déversent sur partout. De rien que dans des pays comme la France, de dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de personnes qui vivent de ça, pour prêcher la bonne parole et qui sont des politiques, des journalistes, des machins, des ONG, et qui vont se retrouver à poil dans les semaines qui viennent. Tout ça, une semaine après des grands titres de presse sur « Ah mon Dieu, Elon Musk, ingérence ». C'est catastrophique. Et c'est pour ça qu'on va rentrer dans une période de chaos, parce que c'est pas la presse qui va pouvoir dire « Oui, effectivement, il y a ci, il y a ça ». La presse va, dans le meilleur des cas, juste fermer sa gueule et faire le dos rond et attendre que ça passe. Dans le pire des cas, défendre l'indéfendable jusqu'au bout. Du genre, non, l'USAID, c'est exclusivement de l'aide humanitaire. On va voir. Mais en aucun cas, je ne crois pas un instant à ce que une partie de la presse se dise, maintenant, on va faire une opération vérité. Ça, c'est autre chose qui va la faire. C'est l'intelligence artificielle qui va la faire. C'est peut-être des podcasts, des machins, mais en France, on n'est pas tout à fait prêt. Nous, c'est ce qu'on essayera de faire de toute façon, d'essayer d'être au plus près de la vérité, parce que comme tu le dis, c'est extrêmement compliqué d'aller chercher l'information aujourd'hui et de la trouver, mais on voit bien qu'il y a un mouvement de fond quand même de défiance vis-à-vis des médias traditionnels. C'est pas de la défiance, ça. On est du rejet. Du rejet, c'est de la haine, c'est une volonté de revanche. C'est une envie de vengeance. Moi, je suis frappé, je le répète à droite et à gauche, hein, mais je n'ai pas passé le Covid comme un épisode traumatique du tout. Mais du tout. Je ne me suis pas posé de questions avant de me faire vacciner. J'ai vécu ça comme des grandes vacances parce que ça m'a fait une pause qui était salvatrice dans un rythme de travail qui était frénétique. Et donc, au final, je suis sorti de là, mais vraiment comme si j'avais pris des vacances. Et j'ai pas du tout réalisé le trauma que ça a été auprès de toute une partie de la population. Et personne dans les hautes instances dirigeantes n'a réalisé ça. Personne. Et donc au final, ils sont sortis de là et 6 mois après, le plus naïvement du monde, quand quelqu'un sur Twitter leur rappelait un truc à propos du Covid, les mecs disaient ça va, on va tourner la page maintenant. Oui, ils veulent tourner la page, oui. Très clairement. Mais il y a beaucoup de comptes quand même, ni oubli ni pardon, qui rappellent clairement les mensonges, les approximations, la haine aussi sur les plateaux télé vis-à-vis des non-vaccinés, des soignants. Il est important de réaliser à quel point, dans les instances dirigeantes, dans l'élite,
et je m'inclus là-dedans, hein, il y a eu une totale absence de réalisation du trauma. Clairement. Et que ce trauma réclame réparation. Ouais. Idéalement justice, mais elle n'arrivera pas. Personne n'a la Quand moindre on voit idée. la parole des victimes des vaccins qui a été censurée par Meta, Il y a 1000 paroles qui ont été censurées, il y a 1000 c'est vies qui ont été scandaleux. détruites. Ouais. Personne, au milieu de tout ça, n'imagine un instant que la justice puisse passer. Personne ne croit en la justice en France, hein. Non. Il y a 82% des Français qui n'y croient plus. Ouais. Et donc, à partir du moment où tu n'es plus dans le système de justice, se faire justice, je ne vais pas dire que c'est légitime, mais c'est la seule issue. C'est la seule issue pour revenir à un état C'est ce qui s'est passé avec Luigi Mangione aux Voilà, ce genre États-Unis de quand choses. il a tué un assureur parce que les assureurs ne remboursent pas. Oui, clairement, je pense qu'on entre Ouais. dans une ère Luigi Mangione. C'est pas pour rien que c'est devenu une icône culturelle. Parce que, ou alors on va avoir une justice qui tout d'un coup va se ressaisir, mais j'y crois pas un instant. Donc on va avoir affaire à des gens qui légitimement réclament justice, qui ne pouvant pas l'obtenir vont la donner. Ça sera nécessairement chaotique et nécessairement injuste, hein, parce que les gens qui vont vriller au point de prendre un gun et de tirer sur quelqu'un n'ont pas nécessairement la rationalité qu'il faut pour réfléchir à une décision de justice et encore moins pour l'exécuter. Mais voilà, c'est pas la presse qui va rendre justice, qui va jouer de son rôle de contre-pouvoir. C'est pas la justice qui va rendre justice. Et on a des millions et des millions de Français qui ont été traumatisés et qui réclament réparation. Donc ça ne peut que se passer très très mal. C'est le cas, mais toi tu dis que tu as vécu, je rebondis là-dessus, sur le Covid comme des vacances, mais quand tu as vu les plages dynamiques, l'auto-attestation de sortie, les confinements, les couvre-feux, ça t'a pas fait quand même questionner sur la nature de la réponse sanitaire? Je l'ai trouvé un poil excessif et parano. Bah. Mais à la limite, sur le coup, je me suis dit, bon, peut-être qu'il vaut mieux aller dans l'excès de prudence qu'autre chose. Mais encore une fois, c'était tellement compensé par le fait d'être en vacances, alors que je n'avais pas pris de vacances depuis 6 ans, week-end compris, et où je me suis retrouvé du jour au lendemain, 3 mois, à la cool. À la cool. J'avais un bureau pour moi tout seul. Oui, parce que tu étais dans de bonnes conditions, c'est ça, c'est ce que tu dis. De luxe. Si tu étais dans ta maison à la campagne, tout va bien. Alors non, j'avais pas la version maison à la campagne, j'avais la version un bel appartement à Paris, voilà, et à 500 mètres de chez moi, donc suffisamment pour faire mon attestation et le matin, de rester enfermé avec ma femme dans mon appartement, d'aller au bureau, un grand appartement, un grand bureau avec une salle de bain, une cuisine, une grande terrasse sur laquelle je pouvais faire, c'était limite campagne, quoi. Je pouvais faire mes plantations. Le printemps arrivait, c'était la période des plantations. C'est ça. Moi, je me rappelle avoir vu le printemps à la fenêtre, ouais, c'est ça. C'est ça, donc. Moi, j'ai vu le printemps en faisant du jardinage avec mon chat. C'était très, très cool. Mais bon. Et le surplus de bonheur apporté par enfin une période de vacances après des années non-stop où je travaillais vraiment sur un rythme qui n'est absolument pas sain. 24/7, pas de week-end, à fond. Le soulagement apporté par cette période de vacances était tel que, bon, ouais, le côté un peu délirant des mesures sanitaires me chagrinait pas plus que ça. Il y a ceux qui bossaient, là, je vois Thibaut qui dit, moi j'ai bossé pour remplir les rayons et maintenant je dois payer pour la double peine, quoi qu'il en coûte. Ouais, c'est sûr que c'est bien différent un peu. C'est clair. Merci Thibaut. Donc, du coup, mais j'insiste vraiment là-dessus, tous les gens qui font partie de l'élite ou presque, ont vécu à peu près la même expérience. Non pas que tout d'un coup, ils ont glandé pendant 3 mois. Hein. Il y en a qui ont travaillé. Mais ils ont découvert les joies du télétravail. Au final, on est un peu plus, beaucoup plus maître de ces horaires. Ton point, c'est de dire qu'il y a quand même une rupture définitive entre l'élite, entre guillemets, qui ne voit pas le mal qu'ils ont fait en fait aux gens. C'est définitif et c'est radical. C'est ce que j'ai vu avec les Gilets jaunes. Hein. C'était à peu près la même déconnexion. C'est tout à fait comparable avec les Gilets jaunes. C'est-à-dire, c'est des dangereux séditieux, il faut les massacrer. Avec Luc Ferry, qui en appelait carrément à tirer à balles réelles contre les manifestants. Et le Covid, c'était à peu près la même chose, hein, de dire comment ça, il y a des gens qui se plaignent parce qu'ils sont morts du vaccin, mais n'importe quoi, mais comment ça, ils ont perdu un fils, une femme, mais enfin, c'est des conspires. La haine de l'autre, quoi. La haine absolue de l'élite vis-à-vis de différentes composantes de ce qu'il faut bien appeler le peuple. Et c'est une haine qui les a fait rejeter viscéralement la démocratie. Genre vraiment, je ne compte pas le nombre de gens que j'ai pu croiser qui, quand je leur disais, mais quand même, maintenir l'ordre en crevant les yeux des gens, c'est un peu excessif quand même. Et en face, on dit, mais ils n'avaient qu'à pas manifester.
Oui, voilà, il n'a pas Et, manifesté. et là, tu dis Mais qu'il y a un divorce avec le concept de base de démocratie. Mais justement, on pointe du doigt, on va revenir à notre sujet l'IA et à Musk, par exemple, parce qu'on a tous ces défenseurs des valeurs de la démocratie qui pointent Musk comme étant un technofasciste ultra dangereux. Mais ce qu'on a vu avec les Gilets jaunes, avec le confinement, avec aujourd'hui toujours des mesures où on cherche à empêcher le mouvement, les ZFE, etc., est-ce qu'on n'est pas juste aussi dans un Non, technofascisme pas d'un autre aussi. genre? Pas aussi. C'est quoi alors? C'est une différence de L'erreur degré? est là. Musk n'est pas un technofasciste ultra dangereux. Musk C'est est un ça? libertarien, paternaliste, transhumaniste, hyper dangereux. C'est pas la même chose. C'est aussi hyper dangereux. Ça mène aussi Ouais, vers un totalitarisme, mais c'est c'est pas la ça. même chose. Il y a toujours la Le question de l'homme nouveau au cœur des sujets, quoi. le technofascisme, on y est depuis des années, à travers la surveillance de masse, à travers Ouais. les mécanismes révélés par les Twitter files de manipulation de l'opinion publique, à travers un système médiatique totalement vérolé et inféodé à ses intérêts particuliers, ses stylos, ses bulles de filtre et sa relation à l'argent et aux actionnaires et au pouvoir. Mhm. Mais le technofascisme, on y est en plein. C'est Bernard Cazeneuve qui, en 2015, a décidé que les caméras de vidéosurveillance seraient à reconnaissance faciale. Ça, Oui, c'est du technofascisme, ça date de 2015. ouais, la C'est Nicolas cybersurveillance. Sarkozy qui, en 2007, a décidé de l'implantation de l'assurance de masse en France. Ça, c'est du technofascisme, ça a plus de 15 ans. Donc le technofascisme, c'est quelque chose qui est petit à petit monté dans la société de façon insidieuse. On est comme des grenouilles dans la casserole d'eau froide qu'on met sur le feu. Là, on est à fond les ballons dans le technofascisme. Simplement, comme il n'y a pas de volonté fasciste derrière, on ne mesure pas à quel point on est irrémédiablement plongé dans le technofascisme. Je te prends un exemple très simple. Imaginons demain qu'on bascule dans un gouvernement, on ne va pas nommer de nom de responsable politique pour faire simple, hein, mais un gouvernement réellement très autoritaire, Mhm. à la Bukele. Bukele, hein, président du Salvador, qui du jour au lendemain décidait que si tu avais des tatouages sur la gueule, tu allais en tôle, sans le moindre intervention de justice et sans espoir d'en sortir un jour. Tout simplement parce que les gangs ont tendance à se mettre des tatouages sur la gueule et que donc on reconnaît un membre d'un gang à travers ces tatouages sur la gueule. Et donc on simplifie la notion de justice au point de dire si tu as un tatouage sur la gueule, tu es condamné à de la prison à perpétuité. Imaginons que ça arrive en France. C'est juste un exercice de pensée. C'est pas près d'arriver, mais juste un exercice de pensée. On aurait du jour au lendemain des camps qui se montraient avec de l'ordre de 240 000 participants aux émeutes lors des dernières émeutes suite à la mort de Naël, qui seraient immédiatement emprisonnés. Ouais. Bah, Là-dedans, on a déjà eu un peu ça, les Gilets jaunes, avec les gardes à vue pas préventives. du Hein. tout, pas du tout, pas du tout. Il y a quand même Et eu c'est plusieurs important, milliers de c'est personnes qui important sont allées en non, taule. non, vraiment, pas du tout, j'insiste, à quel point, pas du tout. Et c'est important de comprendre la différence. Là, je te parle de 241 327, c'est-à-dire toutes les personnes qui ont été flaguées par les antennes GSM comme ayant participé aux émeutes. Ouais, Ça n'est ouais. pas une preuve judiciaire, hein, pas Non, plus qu'un non. tatouage sur la C'est gueule. juste que tu étais là à ce moment-là, mais ouais. C'est un indice qui montre que clairement tu as participé et qui n'est pas une preuve judiciaire, j'insiste sur la différence. Mhm. On aurait donc en France, alors les bruits qu'on a et qui viennent des renseignements, donc qui ont dû faire des analyses avec les antennes GSM, hein, c'est que c'est de l'ordre de 240 000 participants. On foutrait ces 240 000 participants en tôle, on ferait une déchéance de nationalité pour ceux qui ont une double nationalité et une expulsion massive dans la mesure du possible où on les garderait dans des camps façon Guantanamo. C'est ce que les États-Unis sont en train de faire. Hein. Ouais. On n'est pas du tout dans cette situation-là. On est dans une situation où on va faire chier quelques milliers ou quelques centaines de gilets jaunes, mais très concrètement, soyez sûr que si vous avez participé à une manifestation gilets jaunes, vous êtes identifié. Et ce n'est pas des milliers de personnes que ça concerne, c'est des centaines de milliers. Que vous ayez manifesté sur un rond-point ou que vous soyez monté à Paris pour défiler sur les champs, vous avez été individuellement identifié par les systèmes de technofascisme qui est en place. Chacun d'entre vous. Si vous avez participé à 7 manifestations, vous êtes référencé comme ayant participé à 7 manifestations. Et si c'était 4 manifestations et 27 ronds-points, c'est 27 ronds-points et 4 manifestations. Tout ça est surveillé au plus près. La différence entre le technofascisme dans lequel on est entré et un technofascisme visible, c'est juste une volonté politique. Oui, le fait de l'assumer. Donc, pour revenir à Musk, la vision de Musk, ça n'est pas du tout ça. La vision de Musk, c'est quelque chose qui s'apparenterait à la dictature de la transparence et à du libertarianisme paternaliste transhumaniste. Il faut être très explicite sur les termes. La dictature de la transparence, c'est ce qu'il est en train de faire
au système des paiements américains. Ouais, le Doge. La grande crise de panique d'hier. Mon Dieu, Musk a pris le contrôle du système de paiement des États-Unis. Grosso modo, un système qui fait que chaque fois que les États-Unis d'Amérique payent aussi bien une agrafeuse sur une note de frais à un fonctionnaire dans le fin fond de l'Illinois qu'un programme d'aide ou de subventionnement de machin, tous les paiements passent par cette entité. L'intention de Musk, mais il ne faut surtout pas lire la presse, hein, il faut aller chercher l'information ailleurs. L'intention de Musk, c'est la dictature de la transparence. Et je vais prendre toutes ces transactions, je vais les foutre sur une blockchain, de façon à ce que n'importe qui puisse l'auditer. Blockchain, transparence absolue, tout le monde peut accéder aux informations de la blockchain. Du coup, n'importe quel Pékin, avec des compétences suffisantes pour écrire des scripts en Python de 50 lignes, donc là, je te mets à un niveau... allez, en 3 mois de formation au langage Python, tu n'as même pas fait d'études en informatique, hein, tu fais juste une initiation de 3 mois et tu sais écrire ce genre de choses. Et à partir de là, tu peux faire des audits sur comment l'État américain dépense son argent. Et donc, son intention, à mon sens, c'est les mêmes que celle de Peter Thiel quand il veut ouvrir le dossier JFK, ouvrir le dossier Martin Luther King, ouvrir le dossier Epstein. C'est la transparence radicale absolue où tu vas avoir des millions de gugus qui, sur Twitter, vont faire leur audit de je ne sais pas quoi au sein de l'appareil d'État américain, identifier des gaspilles, de la corruption, des machins, remonter tout ça à la Doge qui va couper les têtes. C'est terrifiant, hein. C'est terrifiant, oui et non, parce que là, il y a de la justice pour le coup. Autant quand on voit la couverture de l'affaire Epstein. C'est pas de la justice. C'est pas de la justice. Si c'est transparent et si c'est une enquête populaire pour arriver à dire il y a effectivement de la corruption et il y a de la compromission. Mais Alexis, la justice, ça passe par des instances qui sont dédiées au fait de rendre justice, pas par la foule qui se saisit. Mais c'est pas la foule, là. On parle de transparence justement avec des preuves, des faits. C'est du crowdsourcing de justice. C'est pas de la justice. C'est autre chose. Alors, encore une fois, à défaut de justice, c'est peut-être mieux que rien, mais c'est pas de la justice. Il faut être clair sur les termes. Ah, c'est quoi alors? C'est à peu près la même justice que ce qui s'est passé à la Libération en France. C'est ce genre de justice. Ouais. On va avoir ce genre de justice. On ne peut pas appeler ça de la justice. C'est pas parce que c'est les gentils qui ont gagné contre les méchants nazis. Il y a eu des scènes de lynchage. Voilà, on va avoir ce genre de choses. Pas des femmes rasées, pas des machins comme ça, mais on va avoir ce genre et appeler Bill ça. Gates. Bill Gates rasé peut-être, mais. Mais non, Bill Gates, il va partir dans un jet privé, il va se réfugier quelque part, il n'y a pas de problème. Mais c'est une guerre d'oligarques derrière, c'est une guerre de milliardaires. C'est une vision simpliste des choses. C'est une vision tellement simpliste des choses. Je pense que si on écoute un peu les fameux milliardaires, des gens comme Marc Andreessen, typiquement, on a eu une dérive très à gauche des démocrates, à un point où ils ont pris peur. Ils étaient toujours, de façon traditionnelle, alliés aux démocrates, et ils ont, une large partie d'entre eux, a pris peur. On va perdre le peuple avec ça, quoi. En gros, ça va trop. Non, on va perdre la démocratie avec ça. Ah oui, carrément. À la base, c'est quand même des démocrates. Typiquement, le premier amendement, c'est un truc auquel ils tiennent. Oui. Ils ne sont pas accrochés au second, mais le premier, ils y tiennent vraiment. Et quand ils ont vu ce qui se passait en termes de dérive idéologique chez les démocrates, alors pas tant la dérive woke, ça c'est vraiment un truc qui concerne Elon Musk, mais typiquement Marc Andreessen, il s'en fout, c'est pas sa focale. La dérive anti-business, anti-capitaliste, ça les a terrifiés. La dérive, typiquement sur l'IA, où ils voulaient en faire un objet de contrôle social, un objet destiné à faire du contrôle social, ça les a traumatisés. Et donc, les uns après les autres, ils ont basculé. Et puis, évidemment, ils ont fermé leur gueule parce qu'ils vivaient dans un climat de terrorisme intellectuel où, concrètement, s'ils osaient ouvrir leur gueule, ils se faisaient défoncer. Donc, à part Elon Musk et une tête brûlée, tous les autres fermaient leur gueule. Maintenant, Marc Andreessen ouvrait un peu sa gueule, mais discrètement, dans des podcasts que de toute façon personne n'écoutait, donc c'était pas très grave. Mais tous les autres qui ont suivi, soit là encore, tu ne regardais pas la presse. La presse est toxique en matière d'information aujourd'hui, hein, parce que objectivement, s'apercevoir que le père Jeff Bezos, il a pris 40 kilos de muscles, il ressemble à Musclor, et que vraisemblablement, ça date d'un changement de mindset qui remonte parce que tu ne prends pas une telle masse musculaire en 15 jours, pas plus que Mark Zuckerberg, qui lui aussi a pris 20 kilos de muscles.
Donc, soit tu es Et c'était complètement mis au MMA bien avant la victoire de Trump. bien avant. Donc, soit Ouais. tu es complètement matrixé avec les médias mainstream et tu continues à les croire quand on te dise que revirement à 180 degrés de Mark Zuckerberg, qui hier encore était un petit gringalet et qui est devenu une espèce de grande baraque ceinture-noire de jiu-jitsu dans 24 heures. Il est devenu mascu et il prône les valeurs de la virilité. Non, ça fait 3 ans. Non, ça fait 3 ans. Jeff Bezos, ça fait 4 ans, 5 ans. Et la raison de son revirement, de son divorce, ce serait peut-être bien de la regarder en face maintenant. Et de regarder en quoi tous ces outils de surveillance, machin, ont fait basculer sa vie et ont impacté tout ça. La réalité, c'est que la presse, c'est même pas. Alors là, pour le coup, elle n'a même pas menti. Elle n'a même pas menti. Elle ne sait pas du tout de quoi elle parle. Donc, la dernière fois que la presse a vu Mark Zuckerberg, c'était dans une audition au Sénat en 2016. C'était un petit gringalet timide qui ressemblait à un reptilien. Et elle s'est arrêtée à cette définition-là. Elle n'a pas updaté sa vision là-dessus. Et donc, elle a construit toute sa compréhension de la Silicon Valley, qui est quelque chose qui la dépasse totalement, sur la base de, il y a une espèce d'incel puceau qui ferme sa gueule et qui dit rien, qui est Meta, qui va dans le sens du vent, parce qu'effectivement, ça censure à tout va sur Meta, donc ça doit être un allié. Eh ben non. Ouais. Et alors, là, c'était sur le risque, donc déjà sur le fait de la transparence. Ensuite, tu disais paternaliste. Libertarien paternaliste. Derrière les libertariens paternalistes, il y a l'idée que le monde se divise en deux, les moutons et les loups, que les loups, s'ils sont intelligents, comme ils ont besoin d'un gros stock de moutons, vont plutôt se comporter en berger et vont gentiment orienter le troupeau de façon à le faire avancer là où il faut. En élevant quand même quelques brebis de temps en temps, puisque c'est des en loups. bouffant quelques brebis parce qu'il faut bien manger, mais en élevant le troupeau. Et en gentiment lui donnant des nudges de façon à orienter le troupeau là où il faut. Vous avez tous vu des chiens de berger qui orientent un troupeau. Ils font du nudge, les chiens. Hein. Ils donnent le petit truc qui est sans mort ni quoi que ce soit, juste ils vont complètement orienter le troupeau dans le bon endroit. Et ils sont très doués, c'est ça le libertarianisme paternaliste. Et l'aspect transhumaniste, c'est que tout ce petit monde est en train de construire les technologies qui vont nous amener à un moment où on pourra choisir de s'augmenter. Alors, ça ne sera pas donné à tout le monde a priori, hein. Mais très concrètement, on pourra, pour être caricatural, s'implanter une puce dans le cerveau et tout d'un coup être méga intelligent et donc créer de toutes pièces une race supérieure qui n'a rien à voir avec de race, hein, parce qu'il n'y a aucune raison que ça soit seulement les blancs qui y aient accès ou seulement les noirs. Ça sera a priori accessible à n'importe quel être humain, indépendamment de considération de race, mais vraiment, l'objectif, ça sera d'avoir une race supérieure d'êtres humains augmentés. Et c'est là où on peut éventuellement rejoindre le projet nazi, à ceci près que le projet nazi, il est basé sur finalement quelque chose qu'on retrouve dans la Bible, hein, qui est on désigne un peuple comme étant le peuple supérieur, et à partir de là, il est appelé à dominer les autres. Là, c'est pas du tout ça. C'est vraiment, on va designer des technologies qui vont permettre à tout un chacun de devenir une espèce supérieure. Et c'est le projet humaniste qui est porté par Musk, et objectivement, on va y avoir droit. On ne pourra pas y échapper. C'est-à-dire que nous, à la limite, on est peut-être suffisamment vieux pour arriver à un moment où on n'aura pas la possibilité, parce que déjà trop vieux, d'une vie éternelle, mais on aura vraisemblablement, on verra en tout cas les premiers temps de je t'implante une puce dans le cerveau et tout d'un coup je suis augmenté par OpenAI pour faire ça. Après tu choisiras ta puce et tu choisiras ta base de données tu choisiras OpenAI ou DeepSeek ou Dieu sait quoi, et tu choisiras d'être augmenté par SpaceX, Elon Musk Industries ou par Google ou par... Sachant qu'on peut aller plus loin, le cyberpunk, c'est quand même la fin des États-nations et c'est des corporations qui gèrent des citoyens de corporations. Donc, alors ça, a priori, ça va pas... Enfin, pour l'instant, là, c'est pas du tout la direction qu'on prend avec Trump et Musk, mais pas du tout. Non, puisqu'ils ont besoin d'un État fort, au contraire. C'est la direction que prenait l'Europe jusqu'ici. Oui, complètement. Oui. Je ne sais pas si l'Europe va continuer dans cette direction, mais c'est la direction qu'elle prenait jusqu'ici. Ou le Japon, etc. Mais... pour finir, est-ce qu'il y a, avec l'IA quand même, une lueur d'espoir ou est-ce que ça va être très compliqué ? Mais ça dépend, c'est une problématique qui est strictement individuelle. L'État n'attendait rien de l'État là-dessus, n'attendait rien de l'Europe là-dessus. C'est des gens qui ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de réguler. Donc vraiment, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de réguler. Il n'y a aucune chance que leur régulation donne le moindre effet positif, même s'ils avaient des intentions positives, ce qui n'est même pas évident du tout. Mais même en partant du principe que ces gens sont là pour le bien de l'humanité,
que leurs intentions sont on ne peut plus positives, qui veulent nous protéger, qui veulent notre bien, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de réguler. Donc, ils ne peuvent pas y arriver. Vous êtes seul face à ça. La seule solution, c'est que vous vous appropriez ces outils. C'est que vous commenciez à intégrer OpenAI et tous ces trucs-là dans vos processus cognitifs du quotidien de façon à vous augmenter. Le jour où on vous implante une puce dans le cerveau, là, il y a une vraie réflexion d'intégrité du corps à avoir. Et là, pour le coup, le Covid, la réflexion est déjà largement entamée dans la société. Mais pour l'instant, on en est aux phases préliminaires. Aux phases où concrètement, vous ouvrez un compte sur OpenAI et tout d'un coup, vous pouvez vous décharger beaucoup de tâches cognitives qui jusqu'ici étaient l'apanage de votre cerveau, qui souvent faisaient votre fierté de vous faire sentir plus intelligent que les autres ou le plaisir d'avoir à écrire, par exemple. Et tout ça, il y a une large partie que vous allez déléguer à une machine parce qu'elle est plus efficiente. Si vous passez par ces processus-là, vous allez être moins largué que les autres et donc plus apte à survivre. C'est vraiment tout ce qu'on peut recommander aujourd'hui, en plus d'être en alerte extrême face au chaos informationnel qui vient. Et le premier conseil face au chaos informationnel qui vient, c'est méfiez-vous comme de la peste d'une information qui vous fait plaisir. Vraiment, il faut s'en méfier exactement comme d'un truc sucré issu de l'agroalimentaire. C'est ce qu'on appelait les bulles de filtre et qui deviennent maintenant au-delà des bulles de filtre. Le chaos est tel et le mensonge a été tel qu'il est extrêmement tentant de croire quelque chose qui va dans le sens d'un préjugé qu'on a. Et c'est là qu'est le piège. Donc, on va là affronter une tempête informationnelle absolument terrifiante. On va affronter des débats publics qui n'auront pas lieu en public. Typiquement, c'est quoi la liberté d'expression? Comment on filtre les réseaux? Il faudra qu'on en reparle un jour. Comment on censure les réseaux? C'est quoi les méthodologies derrière tout ça? Parce que là encore, ça n'est pas la justice, c'est autre chose. Ces débats sont, pour le coup, toxiques. Je vais utiliser les mots de Chaval-Arias et des partisans de c'est vrai. Ils vont tuer toute illusion démocratique dans le pays. Si après avoir être passé par une profonde réflexion sur qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression, comment ça se régule à l'heure des réseaux sociaux, notamment d'un point de vue technique et algorithmique, et comment ça a été pris en charge jusqu'ici, si vous sortez de là en ayant l'illusion encore d'être en démocratie, c'est que vous n'avez pas compris les termes du débat. Ça va beaucoup. Donc c'est effectivement un débat qui est mortifère pour ce qu'on appelle aujourd'hui démocratie, et qui à mon sens n'en est pas une. Et on ne va pas faire l'économie de ce débat. On est en train de le faire et merci de le faire avec nous, Fabrice Eppelmoin. Merci d'avoir été notre invité ce matin pour parler de tous ces sujets ô combien importants. On se reverra évidemment pour parler de censure des réseaux sociaux, de débat démocratique, parce que c'est un autre sujet qui mérite débat justement. En tout cas, merci beaucoup Fabrice et à une prochaine. Et à bientôt. À bientôt. Bonne journée. À toi aussi. Voilà, merci beaucoup. Merci à notre invité Fabrice Eppelmoin d'avoir répondu à nos questions. Alors, évidemment, des débats très compliqués qui vont arriver, qui vont aussi faire que on se pose des questions sur le monde moderne. Je pense que c'est la place où il faut être